Ouais, voilà, je pense que C'est bon, ça enregistre? Ouais, j'ai tout lancé là, c'est bon. Bonjour, je suis Dr Philippe de Chazourne, je suis médecin généraliste installé à La Réunion depuis un peu plus de 30 ans. Et un peu multitâche, c'est-à-dire j'ai exercé dans un certain nombre d'endroits en même temps que mon métier de médecin polyvalent, on va dire, notamment à la NAS, anciennement NAS et maintenant c'est la HAS, dans le syndicalisme, dans le monde associatif, dans le monde hospitalier, en étant interne, mais aussi régulateur du Centre 15, ce qui permet d'avoir une vision un peu transversale de ce qui se passe, que ce soit au niveau des décisions, qu'au niveau des recommandations. Bonjour, je suis le docteur Bruno Bourgeon, je suis néphrologue, épidémiologiste et membre et créateur du collectif Covid Médecins 974 aux côtés de Philippe de Chazourne. Je suis par ailleurs fondateur de l'espace éthique de La Réunion en 2001. Finalement, on parle beaucoup du nombre de morts, du nombre de cas, etc. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on se noie un peu dans toutes ces informations-là et que finalement, concrètement, des fois, on ne trouve pas les informations basiques, en fait. Si moi, je suis testée positive, que j'ai des symptômes, qu'est-ce que je fais, quoi, concrètement, aujourd'hui, là, actuellement? Qu'est-ce que je fais pour me soigner? Est-ce que je fais rien, je rentre chez moi? Je vais faire mon Jean Castex en responsabilité. Tu vas te confiner, tu vas te mettre en quarantaine et tu vas recevoir le moins de monde possible. Et quand les gens viendront chez toi, tu mettras ton masque et tu feras attention à ne pas contaminer les gens. Car tu es positive, tu as des symptômes, donc tu es contaminante. Donc il faut te protéger, te calfeutrer et éviter de voir le maximum de personnes. En responsabilité, Madame Santogamère. Et du coup, pas de traitement, pas de médicaments. Est-ce qu'il y a peut-être des médicaments aussi? Si, moi je te conseillerais d'utiliser la vitamine C à forte dose, de la vitamine D, c'est-à-dire de rester au soleil dans ton jardin si tu as un jardin, du zinc, alors ça tu peux en trouver sous forme de parapharmacie sans prescription, et puis voilà, avec des oméga 3, enfin bon, tout ce qui est très très bon pour la santé alimentaire, pour les alicaments, ce qu'on appelle les aliments qui sont également des médicaments. Donc on retrouve sans prescription absolue. Il peut y avoir aussi de la phytothérapie, mais là je ne connais pas bien, donc je ne vais pas m'orienter sur ce terrain-là. En revanche, ce dont j'ai parlé, oui, ça me paraît tout à fait licite. Donc ne pas se contenter du Doliprane. Et est-ce qu'il y a des médicaments qu'il ne faut surtout pas prendre avec le Covid? Parce que pareil, on a eu des informations... Alors on a parlé des anti-inflammatoires au départ, des corticoïdes, et il se trouve maintenant que c'est les médicaments de choix, enfin moi pour les corticoïdes, ce qui est très étonnant. Donc c'est pour ça qu'on est dans une période de doute extrême depuis le début, mais dans cette période de doute, nous on a toujours un peu douté, mais il y en a qui n'ont jamais douté. Donc un jour ils disent « Ah !» puis ça ne les dérange pas du tout de dire l'inverse le lendemain ou un mois après. Ça c'est un petit peu gênant, on a dit que les enfants étaient les plus grands contaminants, qu'il ne fallait surtout pas qu'ils aillent embrasser Papy Mamie, comme je citerai quelqu'un qui passe souvent à la télé. Et maintenant, les pédiatres, la Société française de pédiatrie, depuis plusieurs mois, ont démontré l'inverse. Et pourtant, on continue à les masquer à partir dès l'âge de 6 ans. Voilà. Donc c'est une incompréhension totale qui a pour origine, je crois, ce manque de débat et de confrontation d'idées et d'argumentaires. Et que les conseils scientifiques, on ne sait pas trop comment ils ont été nommés, que ce soit en métropole ou ici, et qu'ils ont mis dehors pas moins qu'un prix Nobel, pas moins que l'ancien directeur de la NSM, M. Dominique Maranecki, pas moins que Jean-Luc Carosseux, ancien président de la HAS, juste avant que Mme Buzyn y aille dire que les conflits d'intérêts, pour elle ne voit pas où est le problème. C'est ce qu'elle a dit quand elle a été désignée pour être présidente de la HAS avant d'être ministre à l'Assemblée nationale. Voilà, on met des gens comme Even, enfin des gens, des pontes médicales qui ont un CV énorme, et face à ça, vous avez une ribambelle d'hospitaliers qui sont très bien, qui sont diplômés effectivement, mais qui n'ont pas eu forcément ni le temps ni le savoir d'explorer suffisamment d'études, et puis toute une bande de journalistes pour lesquels on les met maintenant à armes égales avec ces gens-là. Et ça, en tant que médecin, c'est un petit peu insupportable qu'on ait enlevé la notion de médecine, de prescription aux médecins, et qu'on la laisse finalement aux médias, cette prescription, et que finalement les autoritaires vont faire ce que dit le peuple ou ce que disent les médias, et sachant que tout le monde n'a pas accès à ces médias. Là où on est un peu, moi le premier, un peu furax, un peu rageur face aux autorités de santé, c'est que pourquoi ne tentons pas nous de donner ces médicaments, alors que ce sont ces mêmes médicaments, sauf l'hydroxychloroquine qui a été rayée des tablettes, à l'hôpital, notamment les anticoagulants, les corticoïdes, puisqu'on sait que c'est ça peut-être qui va sauver les gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas sauver ces gens en évitant qu'ils aillent à l'hôpital? C'est ça où nous on revendique la médecine de ville.
Médecine de ville, c'est pharmacien, médecin, infirmière, enfin tout ce qui est à proximité. Pourquoi on n'a pas donné les moyens à la médecine de ville pour éviter d'aller encombrer les hôpitaux? Et ça, c'est quand même une énorme énigme. Même titre que pourquoi on a dit d'appeler le 15 et non pas d'aller voir le médecin traitant. Une énorme énigme dont pour l'instant, moi, j'ai pas la réponse. Probablement que la réponse, on l'aura un de ces jours, dans des mois, des années peut-être. Et pour aider à avoir la réponse, peut-être qu'il y aura des coupables de ces décisions. Pourquoi M. Martin, ancien directeur de l'ANSM, qui a récemment, alors non pas démissionné, mais il est parti en fait puisqu'il est arrivé en fin de mandat, n'a pas autorisé cette fameuse RTU pour l'usage thérapeutique temporaire de l'hydroxychloroquine, alors que son prédécesseur, Dominique Marinaki, qui avait été exemplaire pour rendre l'ancienne Agence française du médicament, et donc ANSM maintenant depuis l'affaire de Mediator, pour rendre indépendant cette structure, avec notamment la création de ce RTU. Pourquoi l'un l'aurait fait, mais il n'est plus en fonction, et l'autre ne l'a pas fait, alors qu'il est en fonction? C'est quand même une énorme énigme. Est-ce qu'il y a eu des pressions politiques, des pressions de l'industrie? Et là, on va dans un autre domaine dans lequel je ne dirais pas aujourd'hui, mais probablement qu'on va bien être obligé de se poser la question un de ces jours. D'ailleurs, il y a énormément de cabinets d'avocats qui sont déjà sur le terrain, et je pense qu'il y a un certain nombre de décideurs qui devraient commencer à avoir un petit peu peur. Et moi, je voudrais rebondir sur les intérêts des ARS quand même. L'ARS, alors soit ce sont des succursales du gouvernement, ce qui est probablement le cas actuellement, soit ils ont une possibilité quand même de gestion locale en fonction des critères locaux. Et je suis sidéré qu'à La Réunion, n'ayant pas eu de première vague, on considère qu'il n'y en a pas eu de première, peut-être il y en aura eu une deuxième, peut-être qu'on l'aura maintenant, peut-être qu'on l'aura en janvier ou février, on n'en sait rien, mais justement qu'on n'en profite pas on n'est quand même que 1200 médecins libéraux, 1800 médecins sur toute l'île, c'est quand même pas très compliqué de pouvoir tester avec un protocole précis sur de symptômes les populations, et puis de leur tester des médicaments, quel que soit le médicament, corticoïdes, anticoagulants, phytothérapie, le zinc, vitamine C, vitamine D, azithromycine, ce que vous voulez, hydroxychloroquine, avant d'aller à l'hôpital. Donc, que l'ARS ne soit pas capable de faire en 8 mois quelque chose que Raoult a fait, nous on l'a fait pour le chikungunya en quelques semaines dans l'urgence, c'est assez sidérant. Ils ont des moyens, faisons-le. Bon voilà, c'est vraiment d'où la question, c'est à quoi servent les ARS? Et on peut même se demander, elles avaient été mises là pour remplacer les ARH, les DRAS pardon, et les DAS, mais on voit toute la limite, c'est qu'en fait ils ne font que faire du copier-coller de ce qu'on leur dit de Paris. Et ça c'est pas bien quand on est à 10 000 km de la France, parce qu'on a d'autres choses à faire. Du coup, qu'est-ce que vous pensez justement de ce traitement par l'hydroxychloroquine et du professeur Raoult tel qu'il en parle, tel qu'il l'utilise depuis des années? Il y a 136 études qui sont parues, dont 90% ont montré l'efficacité de l'hydroxychloroquine. Et ces 136 études ne sont pas tous issues de l'IHM de Marseille. Il y en a qui sont d'origine américaine, d'autres qui sont d'origine chinoise, les premières, et il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas utiliser cette molécule. Quand bien même ne ferait-elle pas de bien pour le Covid, elle ne fera pas de mal, contrairement à ce qui a été dit, que c'était une molécule empoisonnée, que ça donnait des arrêts cardiaques, des arythmies, alors que c'est une molécule qu'on utilise depuis 70 ans en médecine générale. Bref, encore un scandale de plus, tout ça pour déconsidérer la médecine générale par rapport à la médecine hospitalière, car le Covid était une maladie de la médecine hospitalière, ce qui est, à mon avis, un non-sens absolu de gestion. Est-ce que, du coup, vous, en tant que médecin, vous ressentez une pression en interne, du coup, du corps de la médecine sur les diagnostics à faire, sur les traitements, les décisions que vous pouvez demander Alors, d'une façon générale, ou on parle que du Covid? Pour le Covid. Pour le Covid, de toute façon, officiellement, il n'y a pas de traitement. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas de traitement, le médecin, quand il n'y a pas de traitement préconisé, sous la forme d'une recommandation, disons, de la haute autorité de santé ou des autorités sanitaires, le médecin, s'il ne se réfère pas à ça, il est responsable de ses actes. C'est-à-dire que le médecin va être responsable des effets éventuels, indésirables, du traitement qu'il aura donné. Et ça, c'est compliqué pour pouvoir se défendre devant un juge. Si le juge vous dit, mais ok, c'est très bien, vous avez le droit de tout prescrire, mais vous avez prescrit le médicament A, or, il n'a pas l'AMM pour ça, l'autorisation de mise sur le marché, compliqué de se défendre. Donc en pratique, on n'a rien testé.
Et est-ce que la peur, justement, a un impact sur notre santé directement ? Ah, terriblement. Il est certain que sur le plan immunitaire, je suis aussi un peu immunologiste. Le stress, l'angoisse, l'anxiété agit sur la qualité de nos globules blancs, sur la qualité de notre système immunitaire, et on sait très bien que le stress, par exemple, est source de boutons d'herpès. Or, le bouton d'herpès, c'est quoi ? C'est un virus qui réémerge à l'occasion du stress. On l'a dans notre corps et il sort parce que le système immunitaire est à ce moment-là ponctuellement défaillant, lié à ce stress. Mais si le stress se prolonge, lié au confinement, lié aux injonctions gouvernementales, lié à la peur suscitée par les médias, qu'ils soient locaux ou généraux ou nationaux, eh bien, cette peur, nous la sentons nous tous les jours, médecins de terrain, cette peur engendre une dépression du système immunitaire et favorise effectivement l'efflorescence du virus. Alors ça, ce sont les conséquences directes. Vous avez les conséquences indirectes. C'est la peur d'aller voir son médecin, la peur d'aller faire des courses, la peur de la socialisation. Alors du coup, une autre question un peu concrète et pratique. On revient à ça, mais quelle est, selon vous, l'utilité du masque ? Avant la crise Covid, pour nous, le masque, c'était le masque chirurgical. FFP2, ou vraiment celui qui utilisait les anesthésistes ou les chirurgiens en bloc opératoire, donc pour une durée très très limitée, étant mis par des infirmières avec des lacets, non pas des élastiques, et puis évidemment changer toutes les 2-3 heures, enfin entre chaque intervention en tous les cas. Le masque aujourd'hui, c'est quoi ? Il y en a qui ont du FFP2, le top du top, mais en pratique ça coûte cher, il y en a très peu qui le portent. Le masque chirurgical, le masque qui donne des allergies, on sait très bien que ça fait passer les virus, de toute façon les mailles sont trop élevées. Le masque en tissu, le masque qu'on met presque, on se mouche dedans et on met dans la poche, et puis qu'on récupère juste parce qu'il y a le gendarme qui risque de nous mettre 135 €. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire le masque. Le masque très bien mis en salle d'opération, et évidemment il y a des études qui ont été faites pour prouver leur efficacité. Le masque en population générale, comme vous et moi et comme le commun des mortels le porte, je ne suis pas sûr que ce soit non seulement un moyen de se protéger ou de protéger l'autre, mais surtout un moyen aussi de se contaminer par son propre microbe, puisque ce sont des magnifiques boues de culture, surtout à La Réunion quand il va commencer à faire chaud et humide. Du coup, quels sont les bons gestes à adopter ? Parce qu'on parle de gestes barrières en permanence, mais quels sont les gestes de base en fait ? Il me semble qu'on parle de plus en plus quand même que c'est un virus qui est manuporté, quoi. C'est-à-dire en fait le geste barrière essentiel, et au moins il n'y aura pas du Raoult et contre Raoult, ou de Paris contre Marseille, ou des complotistes contre les non-complotistes, c'est le lavage des mains. Avec du savon d'ailleurs, ça marche très bien, mais disons que, gel hydroalcoolique, mais lavage des mains souvent, fréquemment, je pense, quand on rentre dans un magasin, ça me paraît être le bon sens. Tout le reste, tous les masques, en population générale, dans le domaine public, quand on fait du sport, quand il n'y a personne à la ronde de plusieurs mètres, ça me paraît totalement ridicule. Le mettre à domicile avec des personnes à risque, bien évidemment il faut le faire, en plus du geste barrière essentiel qu'est le lavage des mains. Le mettre quand il y a beaucoup de population dans un espace réduit, pourquoi pas, probablement que ça doit aider à diminuer l'infection du virus. Voilà. Donc notre collectif, il est de dire quand même que dans l'espace public, quand il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, on pourrait enlever le masque. Mais malheureusement, quel est le bon critère ? Le bon pour nous n'est pas forcément le bon pour les autorités. Et nous, on essaie d'être d'abord médical avant d'être politique. Les autorités, on a l'impression qu'ils sont d'abord politiques avant d'être médicales. Après, ce qu'on peut dire, c'est effectivement sur les cas, les tests et les malades. Justement, je voulais vous demander un peu à quoi correspond un test positif, parce qu'on entend un peu, on attend circuler beaucoup de choses et on... Donc on a plusieurs tests à notre disposition, mais le test utilisé depuis janvier, c'est le RT-PCR, Reverse Transcriptase, PCR, Polymerase Chain Reaction. En gros, on amplifie l'ARN du virus par une enzyme qui s'appelle la reverse transcriptase, c'est-à-dire qu'on transforme l'ARN du virus en ADN qui sera beaucoup plus facilement détecté. Bref, peu importe la technique, on va parler de l'ARN virus, car c'est un virus ARN, donc il est amplifié, et il y a un certain nombre de cycles d'amplification faits par la machine en laboratoire jusqu'à détecter l'ARN du virus. Jusqu'à 25 cycles, on pouvait estimer que non seulement le patient s'il était positif, non seulement était positif, était porteur de l'infection, mais peut-être était contagieux. Mais on a poussé
la bêtise peut-être, je ne sais pas comment le dire, en France, aller jusqu'à 35 cycles chiffres consacrés avec les méthodes utilisées en France, qui ne sont pas les mêmes qu'en Belgique ou en Allemagne, où c'est 25. Donc 35 cycles, ce qui permettait d'avoir beaucoup plus de cas positifs, enfin de tests positifs chez des gens asymptomatiques. Et à 35, on ne sait plus quoi penser. Est-ce que vous êtes contagieux? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous êtes en début de maladie? Est-ce que vous êtes en fin de maladie? Est-ce que vous êtes malade, tout simplement? Non, on ne sait pas. Donc, test positif ne veut pas dire, d'ailleurs moi quand je fais mes rapports, c'est toujours test positif. Ça n'est jamais cas, ça n'est jamais malade. C'est pour ça que nous avons préconisé de ne tester que les symptomatiques. Pourquoi? Ça a deux avantages. Donc non seulement on éliminera tous les faux positifs qui ne seront jamais malades, mais deuxièmement, lorsque on sensibilise le test PCR en prenant les gens symptomatiques, fièvre, maux de tête, courbatures, etc., eh bien on augmente ce que l'on appelle en termes statistiques et en épidémiologie, la valeur prédictive positive. C'est-à-dire que non seulement ça ne deviendra plus un test de dépistage, mais ça deviendra un test diagnostique. Et c'est toute la valeur de ce test-là. C'est ce que j'ai expliqué au Conseil de l'Ordre, parce qu'il fallait bien qu'ils aient quelques explications épidémiologiques, vu qu'ils ne sont pas épidémiologistes. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des asymptomatiques? C'est un peu flou cette notion d'asymptomatique. Alors, asymptomatique, test positif, on ne sait pas quoi penser. C'est ce que je viens de vous dire, on ne sait pas quoi penser. Moi, j'ai pas d'idée, j'ai aucune idée préconçue, je ne sais pas quoi en penser. J'aurais quand même tendance à dire que si on s'était limité à 25 cycles comme en Allemagne ou en Belgique, on n'aurait pas en Belgique, mais en Allemagne, on n'aurait pas autant de cas en France. Mais, comme vous le savez, tout récemment en Allemagne, il y a un scandale sur les tests RT-PCR, où on s'est aperçu qu'en fait, ils n'en avaient pas assez détecté. Si bien qu'il y a peut-être beaucoup plus de cas en Allemagne qu'on ne le voudrait, et quand on dit que l'Allemagne est le bon élève de l'Europe occidentale, c'est peut-être pas vraiment le cas. Du coup, Merkel est en train de changer complètement son langage sur la gestion de l'épidémie en Allemagne, reconfinement, etc. Et toutes mesures aussi impopulaires les unes que les autres. Tout ça parce qu'il y a un scandale au niveau des tests RT-PCR. Parce qu'on compare toujours finalement les chiffres entre les différents pays occidentaux, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer ces chiffres-là? Alors, si on prend l'exemple de la Belgique, qui est le plus mauvais élève de l'Europe occidentale, il comptait les décès en EHPAD comme test Covid positif, sans que la personne ait été testée. Dès qu'il y avait un mort chez les sujets très âgés, dans les institutions, c'était un mort par Covid. Donc du coup, ils ont une énorme mortalité bien supérieure au reste des pays occidentaux. Les Italiens qui ont commencé l'épidémie ont eu au départ beaucoup plus de cas mortels que l'Espagne qui a suivi, puis la France. Le Royaume-Uni est arrivé en 4e position si on ne compte pas la Belgique et les Pays-Bas. Et maintenant, le Royaume-Uni fait partie des pays les plus contaminés et pour lesquels les décès sont les plus élevés. C'est-à-dire qu'ils ont largement dépassé et l'Espagne et l'Italie, pas encore la France en nombre de cas, mais largement dépassé la France en nombre de morts. Alors si bien que la France, qui était considérée comme un très mauvais élève, devient maintenant avec le temps un bon élève dans la gestion. C'est pour ça qu'on n'y comprend pas trop. Et là encore une fois, c'est ce que je dis depuis toujours, enfin depuis mars, je dis laissons aux médecins la gestion de la médecine. En donnant le pouvoir aux administratifs, eh bien, on a des confinements, on a des mesures politiques, on a des mesures liberticides et on ne sait même pas si on va revenir en arrière. Et il y a notamment un collectif qui s'élève un peu par rapport à des tests qui pourraient être faits sur les enfants à l'école. Je ne sais pas si vous avez vu ces images transmises par des médias régionaux au Stade de l'Est, des gamins qui avaient 2 ans, 3 ans, à qui on met un écouvillon, et d'ailleurs pour information, et on ne m'a pas contredit, c'est que ce sont les mêmes écouvillons chez l'adulte et chez l'enfant, vous vous rendez compte? Les enfants, c'est même pas du cartilage, tout et ces cris de terreur et les parents qui... Enfin, je veux dire, c'est insupportable, et qu'on accepte ça, en plus qu'on les filme. Il y a de l'argent à se faire ou quoi? Pourquoi est-ce que les gens font ça? C'est insupportable. Donc évidemment, rendez compte, ces traumatismes à vie que vont avoir ces enfants, non seulement qu'on essaye de... Enfin, pour lesquels on fait le test, et surtout qu'on interdit de voir la personne en face, donc l'expression, on ne sait plus si son sourire, s'il souffle, etc. C'est des traumatismes énormes qu'ils vont avoir. Donc il faut que les médecins réagissent, c'est pas possible.
On n'est pas obligé, le médecin, pour réagir, il n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'on dit nous, on les oblige, mais qu'ils réagissent quand même. On voit bien qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays, dans tout le monde entier, sans être complotiste. On voit bien qu'il y a quand même des choses pour lesquelles la liberté bientôt n'existera plus. Et comment, en tant que parent, justement, on peut faire valoir notre droit à refuser ces tests pour notre enfant? Donc il y a des collectifs de parents, partout, notamment à La Réunion, très actifs, qui ont été voir récemment monsieur le sous-directeur de l'ARS et monsieur le directeur médical de l'ARS, à qui ils ont posé un certain nombre de questions. Je le sais, puisque j'ai été destinataire du compte-rendu, parce qu'ils veulent qu'on intervienne aussi. Donc bravo à eux. Questions qu'est-ce l'ARS n'a absolument pas pu répondre, puisque c'est des questions très pratiques, notamment sur ces tests, sur la contagiosité, sur l'intérêt, etc., etc., etc. Donc, tous ces collectifs de parents à La Réunion, en France, sont souvent avec des avocats, et ces avocats, au niveau juridique, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Il y a un grand cabinet d'avocats parisiens qui a porté plainte contre X au tribunal judiciaire de Paris-Île-de-France, il y a 15 jours, 3 semaines, avec un argumentaire énorme et avec 160 pièces de pièces à conviction. Je pense que ça risque d'aller loin. Donc là, on n'est plus dans un monde de bisounours, il va falloir que les décideurs quand même rendent des comptes. Ça va durer pendant des années. Regardez l'affaire Mediator, où le procès de Nanterre est en train de se faire, où beaucoup sont déjà morts, où beaucoup ont accepté l'argent de Servier pour ne pas plus causer, ne plus parler. Mais là, ça a fait des ravages tellement énormes, et surtout que les premiers concernés, c'est pas forcément les morts qu'il y a eu en France par le non-traitement, mais c'est les familles elles restent elles. Donc ces familles-là, elles vont pas rester. S'ils s'aperçoivent qu'on aurait peut-être pu faire quelque chose pour sauver leurs proches, ils vont pas en rester là. Et c'est des gens qui, à mon avis, sont prêts à passer des années de procédures. Et je crois qu'une des faillites probables de l'État, ça va être le coût de ces procédures. Parce que c'est qui va payer tous ces procès. Donc moi je crois que la 4e vague, ou la 5e ou la 6e, ça va être ça. Ça va être la judiciarisation de cette époque. Et ça va prendre des mois et des années. Mais j'espère vraiment qu'un jour on saura pourquoi on en est arrivé là. Quoi. Voilà. En espérant qu'on ait à ce jour-là encore le droit de parole. Dans ce contexte-là qu'on vient d'évoquer, que penser des tests qui sont actuellement en train d'être réalisés sur les 2 nouveaux vaccins et sur ces 11 vaccins en préparation qui arrivent et qui auront été faits en l'espace de quelques mois? Alors moi, je ne vais pas vous répondre de façon scientifique. D'abord parce que je ne maîtrise pas forcément toute la méthodologie. Je ne maîtrise pas l'anglais. Or, aucune étude est française actuellement. Donc si vous ne posez pas parfaitement l'anglais, vous avez du mal à comprendre. Moi, ce que je maîtrise parfaitement, c'est le doute. Et j'en suis même un expert, je le revendique. Mais on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord. Même des infectiologues entre eux ne sont pas d'accord. L'un disant tout de suite, oui, il faut le faire, de façon impérative, ça va protéger la communauté et ça mettra un terme à la pandémie. Et puis d'autres discours, et pour lesquels ce sont d'autres infectiologues qui ont fait les mêmes études avec peut-être le même CV, qui disent « Oh, attention, d'abord tous les vaccins ne sont pas identiques, il y en a qui trafiquent peut-être un peu qui pourraient trafiquer le génome, celui qui est ARN, messager. D'autres qui disent « Oui, mais on a trop peu de recul pour les effets indésirables. » Tester sur des populations trop petites, ce qui reviendrait dire, si on le met en population générale, de servir un peu les gens de cobayes. Est-ce qu'on va imposer ça chez les personnes âgées, à la limite sans leur demander leur consentement? Parce qu'ils sont à risque de quoi? De mourir? Oui, on le sait, une personne âgée. Mais là, on n'a jamais fait de vaccin aussi rapidement. Enfin, habituellement, ça prend une dizaine d'années. Alors là, il y a 2 réponses. Soit une réponse que ce qu'on me l'a écrite, en disant c'est génial, ils sont tous mis d'accord, solidarité internationale entre les firmes pharmaceutiques, on a mis beaucoup d'argent, on a mis les moyens, on a été très rapide à cause de ça. C'est le discours officiel. Soit il y en a qui vous disent oui, mais ça va sur le marché, mais finalement on ne sait encore pas trop l'efficacité, on ne sait pas trop s'il faudra une 2e dose, on ne sait pas trop les effets indésirables. Et puis il y a une 3e thèse, pour l'instant que je n'adopte pas, mais peut-être que s'il y a des vaccins mis à ce jour, c'est qu'ils ont peut-être été testés avant même le début de l'épidémie. Donc ça remet en cause l'origine du virus et à partir de quand est-ce qu'il a été. Donc vous avez 3 thèses, certains assimilés à des complotistes, d'autres à des rassuristes comme on dit, d'autres à la science pure,
pour lesquels nous n'avons pas le droit de remettre en cause, cite l'ordre. Donc la position d'un médecin de terrain généraliste, expert du doute, il est encore plus douteux. Et que je me dis que, attention ne pas nuire, ça devrait se poser d'abord, et puis finalement vacciner pour une pathologie et vacciner des gens non malades, pour une pathologie dont on se rendra peut-être compte un jour ou l'autre dans ce rapport pour le H1N1 du Sénat où j'avais été auditionné, au même titre que le professeur Perron, Madame Bachelot, Raoult, qui en cette époque-là étaient des grands experts, et 10 ans après on considère que ce temps tous est pourri, où tous les modèles mathématiques de l'INSERM, de l'INVS, la veille sanitaire, et de le Dr Flao parlaient pour le H1N1 des milliers de morts, le virus pourrait tuer jusqu'à 30 000 personnes en France, dixit M. Flao, des modèles mathématiques. Or, les données cliniques recueillies, on en dénombrait 312. Donc voilà, reprenons, il faut prendre de la hauteur sur tout ça, et je ne serais pas totalement étonné que dans 1 ou 2 ans, lors d'un prochain rapport au Sénat, on ne nous dise pas, finalement, alors il y a eu peut-être un peu plus de morts, mais pas tant que ça. Donc, 2 hypothèses là viendront, les gens qui diront, c'est grâce parce qu'on a fait les couvre-feux, le confinement, et puis les autres qui diront, non, c'est parce qu'il n'y a pas eu plus de morts. Et d'autres discours, il y a eu plus de morts, non pas par le Covid, mais par des gens qui ne se sont pas fait traiter. Puis il y en a eu moins de morts parce que les gens n'ont pas circulé, moins d'accidents de la route. Tout ça fait que, à mon avis, dans les mois ou années à venir, finalement on n'en saura pas plus, parce que les chiffres, ça s'interprète de façon différemment selon la position qu'on a. La seule chose qui risque d'émerger, c'est les conflits d'intérêts énormes de ceux qui ont imposé des tests, qui encore une fois ne sont pas diagnostiques. Ceux qui ont imposé certains traitements, notamment une firme pharmaceutique, Gilead, bien connue, et peut-être que là, certains scandales sortiront. Ou alors, ceux comme nous, du collectif, on sera peut-être complètement trompés, on fera notre mea culpa, et personnellement, je démissionnerai de toutes mes fonctions, que je n'ai pas d'ailleurs. Donc ça sera facile pour moi, mais peut-être un peu plus difficile pour des personnes qui ont de grandes fonctions administratives au niveau régional ou au niveau national. Et quand même, par rapport au vaccin, vous doutez, mais la population, je pense qu'elle y comprend plus rien. Et parce qu'on parle de vaccin ARN et de vaccin traditionnel. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu la différence entre les deux ? Traditionnel, c'est quand on a le virus, qu'on injecte une partie du virus dans le sang avec des réactions immunitaires, etc., d'anticorps. ARN, c'est qu'on touche au génie génétique. Donc c'est un peu l'intelligence artificielle où on est un peu l'apprenti sorcier, on ne sait pas trop ce que ça va se faire. D'ailleurs, tel le point que les industriels ont pris le devant et donc ont imposé à l'État de prendre en charge les éventuels risques d'effets indésirables qu'ils n'auraient pas à payer eux, et ça serait donc à l'État, au travers probablement de l'ONIAM, c'est l'Office national pour payer ces antécédents médicamenteux. Donc on voit bien que personne n'est à l'aise avec ça. Donc la population, elle est encore moins à l'aise. Et la population aura on le voit bien quand on discute avec les gens, c'est soit ils refusent tout, soit ils acceptent parce qu'ils disent ça va les protéger. Donc on a une demande incroyable de la population, au même titre que les gens veulent être tracés, veulent qu'on sache si le voisin d'en face a eu le Covid ou pas, et la population adhère à ce genre de choses. Et c'est ce qui fait un peu peur. Donc la population va adhérer à la vaccination probablement, et s'ils n'adhèrent pas, eh bien, on va demander aux médecins, parce que ce qui est prévu à la CNAM, Conseil national de l'assurance maladie, c'est prévu, c'est donner les arguments et expliquer aux médecins quoi dire aux patients qui seraient récalcitrants. C'est en train d'être étudié, pour que les médecins soient les ambassadeurs de la bonne parole. Vous vous rendez compte où on est ? Donc tout ça... Donc la CNAM, peut-être ? La CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc ici, la CGSS, donc à Paris. Donc avec les syndicats, c'est comment faire pour persuader. Et si ça ne marche toujours pas, vous avez, comme ça se fait actuellement, 2-3 jolis spots à la télé, et puis voilà, tout le monde sera convaincu qu'il faut se vacciner. C'est comme ça que ça se fait la médecine actuellement. Et on n'est plus du tout dans la médecine livresque qu'on a appris il y a 10, 20, 30, 40 ans. Pourtant, on nous a donc répété que le vaccin ne serait pas obligatoire et on a quand même un droit en tant que patient de refuser des traitements médicaux. Il y a quand même une liberté pour choisir notre traitement. Alors, il sera effectivement probablement obligatoire si vous restez chez vous, fenêtre fermée, et qu'on vous vienne vous donner à manger et à boire.
Il sera probablement obligatoire pour prendre l'avion, ça c'est maintenant quasiment une palissade. Il sera probablement, j'espère que non, mais il ne faut pas rêver, intégré dans votre passeport sanitaire. Et ce passeport sanitaire que vous aurez sous une forme de QR code, de code barre ou ce que vous voulez. Et ça, c'est pas du tout la science-fiction, c'est la réalité, hein. Ça existe déjà. Et ben, pour aller au théâtre, pour rentrer dans ce cabinet médical, par exemple, je pourrais vous demander peut-être dans 2-3 ans votre passeport sanitaire pour aller faire les courses, pour aller faire le marché, etc. C'est-à-dire, comme le préconisent certains journalistes, je ne citerai pas, avec une belle écharpe rouge, la désocialisation des gens qui ne sont pas vaccinés. C'est horrible. Et puis il y a d'autres moyens pour inciter les vaccinateurs, notamment les médecins, à vacciner la population. C'est la rémunération sur objectif de santé publique, ce qu'on appelait avant le paiement à la performance, qui existe en gros depuis une dizaine d'années, et qui vont donc un peu donner la carotte financière aux médecins, mais aussi aux pharmaciens, aux infirmières, à proposer la vaccination chez leurs patients, puisque in fine, ça rapportera un petit peu d'argent aux... Et ça a déjà été un peu mis en place pour... Alors la ROSP existe depuis 10 ans. Et puis là, pour les cas Covid, quand c'était un cas Covid... Alors c'est pas dans la ROSP, c'est pas dans la rémunération sur objectif santé publique, mais il y a effectivement une rémunération si le médecin accepte de faire du tracing, s'il déclare, s'il voit le patient à la sortie d'hospitalisation, alors à la limite, si ça prend du temps pour le médecin, pourquoi pas? Si effectivement c'est une charge supplémentaire, je ne suis pas contre à ce que cela soit traduit par une rémunération pour le médecin. C'est une profession libérale quand même, hein, mais avec toutes les déviances et la perversité que ça peut introduire. Au même titre, et sans que ce soit confirmé, même si je ne l'ai jamais vu de façon écrite, qu'un hôpital va toucher de l'argent supplémentaire s'il déclare ses patients comme Covid par rapport à un non-Covid. Donc tout est fait pour inciter à avoir le plus de chiffres de malades ou de cas Covid par l'argent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on remet aussi un peu en cause certains chiffres et l'interprétation de ces chiffres. Quelqu'un qui a un infarctus, que vous hospitalisez pour un infarctus, qu'on va tester à son entrée à l'hôpital de fait, et qui va devenir positif, s'il meurt de son infarctus, sera mort de Covid. Et à la télé, on dira mort de Covid, mais il avait une pathologie intercurrente. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et ça, on trompe les gens. Et les gens, ils ne vont pas être trompés très longtemps, je pense qu'ils vont quand même comprendre. Ça va prendre du temps. Et pendant ce temps, qui va être assez long, sont mis en place tout un tas de mesures, et les gens ne se rendent pas compte de la gravité et la portée de ces outils qu'on met en place, qui pourraient être mis à disposition à quel que soit le pouvoir totalitaire qui pourrait arriver un de ces jours dans notre pays. Et justement, est-ce que vous croyez à la possibilité d'une 3e ou d'une 4e vague? Parce qu'on commence déjà à nous en parler d'une 3e vague. Est-ce que ça, vous y croyez? Mais c'est sûr que les gens, le discours, on entend, ben oui, il faut se protéger et protéger les autres, sinon on ne pourra pas partir en vacances, passer les fêtes, etc. Pas de marche sur le feu, pas de 20 décembre, pas de Deepavali, mais moi, il faut se tirer une balle dans la tête, on se jette du pont de Vincennes, hein. Mais je vois pas bien l'intérêt de vivre là. Et qu'on dit que protégeons nos personnes à risque en EHPAD, mais on leur a demandé leur avis. Est-ce que ces personnes, moi qui fais des tutelles, et que je vais parfois en EHPAD, soit en tant que médecin, soit pour faire des tutelles, je vois ces personnes toutes seules, à qui on prive de liberté, prive de visite plutôt, notamment le week-end, et qu'il y a des gens qui travaillent la semaine, donc on perdu tout contact avec leurs parents depuis le mois de mars. Je me dis que ces personnes-là, plutôt d'être vaccinées, elles ont peut-être envie de mourir, peut-être du Covid et encore, mais avec le sourire d'un proche vers eux, sans plexiglas entre les deux. Et je pense que c'est important quand même de revenir à l'humain et de demander ce qu'ils veulent, c'est tout. Limite, on pourrait faire un secteur mort prévu par Covid, mort prévu par Covid avec le sourire, versus protection, mort par dépression. Voilà. Et je suis pas sûr qu'on ne soit pas étonné d'ailleurs de où seront les morts. J'espère que tout ça, on arrivera à prendre le dessus, parce qu'il faut penser pas à nous, mais aux générations futures. Ok, bah merci. Merci à vous.